Hop, normalement, vous m'entendez, vous me voyez. Et donc, le sujet de la conférence est très simple. Il est de savoir comment investir sur les marchés financiers avec une rentabilité de 8% par an et un capital garanti. C'est une promesse forte que je vous fais ce soir et qui va vous permettre effectivement d'avoir une idée de comment on peut arriver à ce résultat extraordinaire. Avant de commencer, l'idée, en fait, c'est de vous dire que vous le savez sûrement, mais on est dans un contexte inflationniste, un contexte où la masse monétaire grandit, les prix progressent. Aujourd'hui, on est quasiment à une essence qui se rapproche des 2 euros, alors qu'il y a quelques années de ça, on faisait grève parce qu'on avait dépassé les 1 euro. Euh, on est donc dans ce contexte où finalement les choses prennent de plus en plus de valeur et dans ce contexte où finalement il est important de pouvoir faire en sorte que son argent prenne aussi de sa valeur au risque de s'appauvrir. Le deuxième point, c'est que souvent, quand je parle aux gens des marchés financiers, les gens me disent, ouais, mais bon, on sort d'une année terrible. Le marché, le MSCI World, qui montre un peu l'évolution des marchés actions au niveau mondial, a perdu sur 2022 moins 17%. Le S&P 500, qui est finalement, on va en reparler tout à l'heure, mais qui est le marché des 500 plus grosses entreprises américaines, a perdu 20%. Alors, comment peut-on réellement réussir à placer son argent et à avoir une rentabilité intéressante au quotidien? Et puis, le dernier point, effectivement, c'est voilà, de se dire comment aujourd'hui on fait, parce que finalement, des fois, ça étonne, mais ça étonne les gens qui n'ont pas d'argent. Mais quand vous avez beaucoup d'argent, finalement, vous vous rendez compte que le laisser sur votre compte courant, c'est pas l'idée du siècle, mais se pose à ce moment-là la question de comment je sécurise ces avoirs, qu'est-ce que j'en fais pour ne pas me retrouver dans une situation potentiellement délicate. Voilà un petit peu ce qui nous a amené aujourd'hui à vraiment vouloir vous présenter cette thématique sur comment faire ces 8% par an tout en ayant un capital sécurisé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer ensemble une trentaine de minutes parce que l'objectif c'est de pouvoir être globalement efficace. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc moi je fais de la gestion de patrimoine. Je m'appelle Teddy Alcide, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je fais de la gestion de patrimoine depuis 2011 et mon job c'est d'aider les clients à résoudre leurs problématiques financières, de préparer leur avenir et de mettre l'argent à leur service et non l'inverse. J'ai eu la joie de faire mes études à Mines Télécom, d'être diplômé aussi de Paris Dauphine, d'avoir une carte de transaction immobilière, d'être enregistré à l'ORIAS en tant que intermédiaire en assurance banque et finance, et puis bien sûr d'être assuré. Notre mission principale avec Cash Academy, c'est d'aider les leaders français à devenir le pilote de leur patrimoine pour le développer, l'optimiser et le transmettre en toute sérénité. Euh, le patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est souvent une question qui revient assez régulièrement. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, le patrimoine, c'est la composante de 5 éléments. D'abord, vous avez le capital humain, et puis vous avez le capital financier, et puis vous avez le capital immobilier. Vous avez enfin le patrimoine professionnel et les biens divers avec les tableaux, les œuvres d'art, etc. Et nous, notre job, c'est d'aider le client à avoir une vision d'ensemble de son patrimoine pour finalement aider son patrimoine à se développer ou à s'organiser en fonction de ses besoins réels et pourquoi pas ensuite, s'il le souhaite, le transmettre à ses enfants. Et la question qui se pose effectivement, c'est de dire où est-ce que vous en êtes dans ce parcours. On a créé ce tableau qui montre en abscisse l'âge et en ordonnée le patrimoine moyen. Et vous allez voir que effectivement, généralement, selon l'INSEE, le patrimoine maximum moyen qu'on retrouve, on l'atteint vers ses 70 ans. Le gros est atteint vers les 60 ans, effectivement, avec un patrimoine moyen autour de 300 000 euros. Et l'idée, en fait, si vous voulez, par rapport à ça, c'est vraiment en fonction des phases où vous êtes, épargne, capitalisation, investissement, diversification, sécurisation ou transmission. L'idée, à ce moment-là, ça va être en fonction de l'étape où vous en êtes, de sélectionner le produit qui a le plus de sens pour vous. Celui dont on va vous parler aujourd'hui, qui permet de faire 8% par an tout en sécurisant le capital, c'est un produit qui est excellent pour diversifier et pour sécuriser du capital dans l'optique d'amener du
revenu complémentaire. Pour arriver donc à cet accompagnement où notre but c'est d'aider nos clients en étant le copilote de leur patrimoine, on a rassemblé des compétences autour de 7 métiers. Le premier, c'est de la formation, le deuxième, c'est du conseil, le troisième, c'est de l'assurance, le quatrième, c'est du placement financier, ce qu'on va voir aujourd'hui, le cinquième, c'est de l'investissement immobilier, le sixième, c'est du courtage en crédit et le septième, c'est de la défiscalisation. Euh, L'idée, maintenant que vous savez un petit peu qui on va attaquer cette promesse de vous montrer comment, avec les marchés financiers, on peut assurer une rentabilité de 8% par an avec un capital garanti. Alors, euh, l'idée, la première chose, c'est de se dire, et si il n'était pas plus pertinent de laisser son argent sur son compte courant? Parce que finalement, au fond, pourquoi s'embêter à vraiment vouloir placer son argent et même faire 8%? Ne vaut-il mieux pas avoir 100 000 € là sur son compte et le laisser? Est-ce qu'il faut vraiment aller dans quelque chose où il faut l'investir? Alors, la première chose, c'est de se demander, quand on parle d'inflation, est-ce que c'est quelque chose de réel? On a France Inflation, qui est un site animé par différentes personnes, qui s'est amusé à retracer un petit peu effectivement l'évolution des prix de la consommation depuis 1900. L'idée en force qu'il faut retenir, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a eu des périodes avec des très fortes inflations. Il y a eu des périodes avec des inflations plus modérées autour des 10%. Et puis, il y a eu des périodes comme ces dernières années avec des inflations extrêmement faibles. Et puis là, on est en train de vivre une période où l'inflation s'accélère et se rapproche peut-être d'une inflation à 2 chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on regarde dans le temps, on se rend compte que la grande moyenne de l'inflation, elle est autour de 5%. Et que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on constate réellement. Je vous ai pris une première coupure de presse de l'AFP qui montre que finalement, en 2008, sur le prix du gasoil, on était redescendu à 0,99 euros au litre, pour vous donner un ordre d'idée, sachant qu'aujourd'hui on est quasiment finalement quasiment au double. Là, vous voyez le Parisien qui nous montre que finalement le gasoil, on est à 1,86 et en fonction, pourquoi pas, 1,94, avec donc finalement un plein qui a quasiment doublé dans le laps de temps. On a le même exemple pour ceux qui ne sont pas forcément véhiculés sur la baguette de pain avec cette évolution. Si on regarde en euros constants, dans les années 90, on était à 50 centimes la baguette. Et puis aujourd'hui, voilà, si on regarde, on est quasiment à 1 euro la baguette. Alors c'est variable en fonction de où vous êtes, mais on est globalement sur un prix effectivement qui a doublé globalement. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui est difficile pour mesurer l'inflation, c'est que effectivement, il y a eu ce petit scandale qu'on a vu en fin d'année dernière avec ce qu'on appelle la shrinkflation, où la combine, c'est que finalement, on vous garde le même tarif, mais on a réduit ce qu'on met à l'intérieur, ce qui permet en fait d'augmenter la marge sans que le consommateur s'en rende compte. C'est pour ça que finalement, mesurer l'inflation, c'est pas forcément hyper évident. Par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le seuil de pauvreté, lui, a augmenté. Autour des années 2000, on était à 900 € pour une personne seule. Après, bon, je vous passe les détails parce que l'idée, c'est pas de vous faire un cours, mais le challenge, c'est que en 2020, on a un seuil de pauvreté qui est à 1 268 euros. Donc, on voit cette progression dans le temps qui est pas neutre et qui montre bien que finalement, voilà, aujourd'hui, on a une évolution où, de façon structurelle, les prix augmentent et donc on a intérêt à faire en sorte que les sommes sur lesquelles on travaille progressent et ramènent de plus en plus d'argent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous n'agissez pas, en fait, votre patrimoine fond comme neige au soleil, parce que votre premier patrimoine, qui est le capital humain, malheureusement, plus vous avancez dans le temps, moins vous avez d'énergie. Alors, vous le compensez par une expérience de plus en plus grande aussi, mais généralement, on se rend compte qu'à un moment, voilà, sa capacité à produire de l'argent diminue dans le temps et qu'à côté de ça, bah, l'argent qu'on peut avoir potentiellement stocké sous son matelas ou dans son congélateur peut de la même façon, enfin va de la même façon perdre de sa valeur et vous permettre d'acheter moins de choses. La deuxième chose qui est importante et qui fait qu'aujourd'hui, j'incite vraiment les gens à agir, c'est
le premier point, envoyer un mail que vous avez peut-être reçu. Je ne suis pas client Banque Populaire, c'est pour ça que c'était intéressant de le prendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle du phishing. C'est-à-dire que on reçoit des mails qui nous disent de nous connecter à tel endroit. Bon, il y a la technique par mail, mais il y a aussi par téléphone où des gens qui ont quasiment toutes les informations sur vous vous appellent et vous expliquent des choses. Et en fait, laisser de l'argent sur son compte courant, c'est hyper dangereux parce que c'est le meilleur moyen de se faire pirater et de perdre son argent en cours de route. Donc c'est pour ça que c'est important, quoi qu'il arrive, de l'investir pour qu'il soit dans des endroits sécurisés. Et puis, le dernier point, c'est un petit focus quand même sur les frais de succession. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous transmettez à vos enfants moins de 8 000 euros, il y a une exonération totale. Si vous transmettez entre 8 et 12 000, on a 5%, et puis on est après dans le progressif, entre 12 et 15 000, 10%, 15 et 55 000, 550 000, pardon, 15%, au-delà 20%, et ainsi de suite. Alors vous pouvez vous dire pourquoi on parle de droit de succession. Bah, c'est parce que quand vous laissez votre argent sur le compte courant et qu'il vous arrive malheur, en fait, c'est des choses qui rentrent dans les droits de succession. Et en gros, l'idée, c'est que si au lieu que l'argent soit sur votre compte courant, même si vous l'avez mis de façon sécurisée dans d'autres enveloppes qui sont dédiées à ça, vous pouvez vous retrouver avec une absence de droit de succession, et ce, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Il y avait eu un scandale l'année dernière avec la Banque Postale là-dessus. Justement, en fait, la banque avait facturé des frais de succession pour des enfants décédés. Et en fait, la norme aujourd'hui sur le marché, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous les établissements bancaires qui existent, en réalité, on facture des droits de succession et des frais en plus de dossiers. Et alors que ça, c'est des choses que vous n'avez pas dans certaines enveloppes où vous avez, à mon sens, plus intérêt à mettre de l'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, imaginons que vous avez 150 000 euros sur votre compte courant, vous êtes, on va dire, on prend un cas simple, hein, vous êtes célibataire avec un enfant à charge. Vous avez 150 000 euros sur votre compte courant, sachant que vous avez déjà fait les donations, etc., etc., et que les 150 000, c'est votre seul patrimoine. Si vous le laissez sur votre compte courant, ça va coûter à votre enfant 20 000 euros de droits à payer. Si vous les placez dans des enveloppes qui sont dédiées, ces 20 000 euros se retrouvent à zéro. C'est pour ça que, à mon sens, c'est vraiment important de faire bouger ces fonds et de les amener dans des solutions avec des investissements, sachant que ces solutions, en réalité, même si des fois j'entends ça, des fois j'ai des clients qui me disent oui, mais bon, l'argent va être bloqué. Non, non, il n'est pas bloqué, vous pouvez le récupérer. Le seul endroit où il est bloqué, c'est effectivement sur les plans épargne retraite, où là, comme le nom l'indique, c'est des choses qui sont faites pour être récupérées à la retraite. Mais sinon, toutes les autres enveloppes, en réalité, elles sont fluides et c'est juste une question d'organisation. Alors voilà, pour ces trois raisons, à cause de l'inflation, des risques de piratage et des droits de succession, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de ne pas laisser de l'argent dormir sur vos comptes courants. Alors, quand je dis ça, généralement, les gens me disent, ouais, ok, je suis le raisonnement, je comprends que laisser de l'argent pourrir sur le compte courant, c'est pas bon. C'est comme l'eau dans dans un tonneau, si on la laisse stagner, elle va pourrir. Ok, très bien, il faut en faire quelque chose. Mais là, les gens me disent, ouais, mais bon, l'investissement, c'est complexe. Alors, oui et non. On peut toujours trouver des choses très très compliquées si on le souhaite vraiment. Mais en réalité, quand on regarde bien, les règles à suivre sont hyper simples. La première chose, c'est le triangle magique. Le triangle magique, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir de quel montant on parle, dans quelle temporalité et avec quelle volatilité, c'est-à-dire quelle variation potentielle. Là, souvent, quand je dis ça, les gens me disent, OK, bon, c'est sympa, dit comme ça, mais je suis pas sûr. Je prends l'exemple d'un client qui a 100 000 euros sur ses comptes courants. Quand je lui ai expliqué ça, cette histoire du triangle magique, il m'a dit, bah ouais, mais t'es dit, les 100 000 euros, c'est en cas de pépin. Moi, je suis incapable de te dire la temporalité, la volatilité. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai 100 000 euros. Et là, on est rentré dans la conversation de se dire, OK, tu as mis ces 100 000 euros parce qu'en cas de pépin, tu veux être capable de pouvoir couvrir les frais. Mais c'est quoi un pépin pour toi? Et là, il m'a dit, bah, voiture en panne, besoin de racheter une nouvelle voiture, etc. Je lui dis, mais ce qui veut dire que dans le pire du pire du pire que tu peux imaginer, il faudrait décaisser combien réellement? Et là, la personne me dit, bon, 30 ou 40 000. Je dis, OK. Donc ça, en fait, finalement, ton scénario au pire suppose finalement de décaisser 30 à 40 000 euros. OK, je dis, ça, c'est super clair. Je dis maintenant, sur les 60 000, est-ce que tu vois autre chose? Il me dit, bah, tu sais, j'ai ma fille qui va se marier dans pas longtemps. Je... 2, 3 ans, c'est pas encore clair, ils n'ont pas posé la date, mais je pense que je serai amené à lui donner aussi 20 000 euros à ce moment-là. Je lui dis, OK, très clair.
Donc, je lui dis, en fait, aujourd'hui, si je comprends bien, il y a 40 000 euros en cas de pépin. Il y a 20 000 euros pour ta fille et il y a 40 000 euros qui sont là parce que ça te sécurise, mais dont t'as pas réellement besoin. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que on va diviser cette somme en trois. Et en fait, il y a 40 000 euros, on sait qu'il faut les récupérer instantanément s'il y a un souci. Que là-dessus, donc voilà, temporalité immédiate, volatilité impossible. On ne peut pas perdre d'argent là-dessus. À côté de ça, deuxième point, on sait qu'il y a 20 000 euros que tu vas donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on n'a pas vraiment de date, mais on sait que c'est court terme en fait. Pareil, euh, pas de volatilité possible là-dessus, puisque si jamais au lieu d'avoir 20 000, on a 18 000, ça sera embêtant par rapport aux engagements que tu as pris par rapport à ta fille. Et puis à côté de ça, je lui dis, si je comprends bien, on a 40 000 euros qui sont là, moyen long terme. Ça peut être plus court, mais normalement, le raisonnement de fond, c'est moyen long terme. Et là, vu que c'est moyen long terme, si au lieu d'avoir 40, tu as 38, bon, c'est pas agréable, personne n'a envie de perdre, mais c'est pas problématique non plus. Et si au lieu d'avoir 40, tu as 44, tout le monde est content. Et donc, en faisant ce travail de découper les sommes, ça permet de se dire, OK, qu'est-ce qui est réellement faisable? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fonction de ce que vous allez nous dire, on va vous construire votre formule sur mesure. Alors, pour vous construire votre formule, l'idée, c'est que les marchés financiers sont globalement assez simples, c'est quelques enveloppes. Vous avez le plan épargne retraite, l'assurance vie, les contrats de capitalisation, les comptes titres, les PEA. Là, globalement, on a fait le tour de toutes les enveloppes qui existent. Et nous, ensuite, on va, en fonction de votre projet, choisir l'enveloppe qui a le plus de sens. Et en fonction de cette enveloppe, on va ensuite choisir le partenaire qui convient en respectant les 3 S. Les 3 S, solidité, stratégie du partenaire, solution disponible. Et je commence vraiment par solidité parce que des fois, on voit des choses, des promesses épiques, des choses où on peut faire 100%, 200%, 300%. La question toujours, quelle est la solidité réelle du partenaire? Et nous, effectivement, par rapport à ça, on va aller choisir le partenaire ou les partenaires. Donc, on va travailler avec MMA, qui est l'assureur le plus solide sur le marché avec le meilleur ratio de solvabilité. AGAS, qui est un partenaire ex-Fortis Bank, ex-BNP, qui est voilà, qui travaille principalement sur la zone euro et principalement sur le Benelux et la France et qui permet de faire des solutions en architecture ouverte. Primonial, qui est très bien connu et qui a été fondé par des anciens de JP Morgan, racheté par la BNP, puis revendu au Crédit Mutuel, puis racheté encore aujourd'hui par d'autres groupes. Je crois que il y a eu un projet de fusion avec Altarea Cogedim, si je ne dis pas de bêtises. Norcia, qui est une plateforme indépendante qui permet de travailler avec les plus gros assureurs de la place, et puis Crystal qui a des solutions plutôt dédiées aux expatriés. Bon, là, on vous a mis un panel pour vous montrer quelques exemples, il y en a d'autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de votre projet, de votre cahier des charges, on va aller sélectionner l'enveloppe qui a le plus de sens et le partenaire qui a le plus de sens en fonction de sa solidité, de sa stratégie et des solutions qu'il met à votre disposition. Et de là, en fait, derrière, il n'y a plus qu'à mettre la formule. Et la semaine dernière, j'avais un client, un partenaire, pardon, qui vient me voir et qui me dit, non, mais Teddy, les trucs sans risque, c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, on m'a dit que quand on va sur les marchés financiers, quoi qu'il arrive, on prend des risques et on peut perdre son argent. Alors, oui et non. Oui, il y a toujours une forme de risque parce que ça, c'est vraiment un point qui est important à dire. Même quand vous mettez de l'argent sur un livret A ou sur le compte courant de votre banque, en réalité, il est risqué parce que si l'émetteur fait faillite, il y a une garantie d'État qui est donnée, mais passé un certain seuil, cette garantie, elle est dépassée. Donc effectivement, ça semble saugrenu de dire que la BNP peut faire faillite, que la Société Générale peut faire faillite. Bon, on a vu aux États-Unis malheureusement que certaines banques en 2008 ont fait faillite, probablement aidées par d'autres, mais bon, peu importe, c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Maintenant, effectivement, euh, on a le sentiment qu'on est quand même dans un marché où ce risque-là semble limité, mais c'est quand même un risque. Alors, si vous voulez, pour que vous puissiez repartir de ce moment avec le maximum de valeur, la première chose à bien comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un marché financier. Alors, je vous mets à l'aise, c'est hyper simple. Un marché financier, en fait, c'est un marché, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange où vous avez des offreurs et des demandeurs, des acheteurs et des vendeurs qui finalement vont
faire des transactions de façon plus ou moins réglementée en fonction des marchés, le tout étant que l'offre rencontre la demande pour définir le prix qui est le plus juste par rapport au système dans lequel on est. Un marché financier, c'est aussi simple que ça en fait pour le coup. Et ce qu'il faut avoir en tête derrière, c'est que effectivement, si on prend par exemple, là, je vous ai mis un exemple du S&P 500, où on retrouve en fait les 500 plus grosses boîtes américaines avec Amazon, Apple. Les carrés symbolisent la taille de la capitalisation de l'entreprise. Si c'est vert, c'est que ça monte. Si c'est rouge, c'est que ça descend. C'est une image qui date de la période Covid, en fait, pour le coup. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que euh, ce qui est intéressant quand on parle de marché financier, c'est que ce qui fait peur en fait finalement dans le marché financier, c'est qu'il y a de la volatilité, c'est-à-dire que des fois ça monte, des fois ça descend en fonction des évolutions des sociétés. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de prendre les marchés financiers, notamment le S&P 500 qui est le plus gros marché avec les 500 plus grosses entreprises américaines. Quand on regarde les datas qu'on a sur ce marché sur les 100 dernières années, en incluant les grandes crises donc 1929, la crise, le jeudi noir, où on était tombé ce jour-là à moins 40%. Si on rajoute à ça la Seconde Guerre mondiale, les chocs pétroliers, l'explosion de la bulle Internet, Lehman Brothers, la crise en Ukraine même aujourd'hui, on se rend compte que la moyenne sur les 100 dernières années, en incluant toutes ces crises-là, est quand même de 10% par an. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est important d'avoir en tête que euh, structurellement, on est sur des marchés qui montent, un peu comme l'inflation d'ailleurs, qui structurellement, et on est finalement sur un phénomène économique où on voit que dans le temps, dans l'environnement capitaliste, on a cette augmentation régulière. Le deuxième truc à bien comprendre, c'est que dans ce marché, chaque acteur poursuit des intérêts spécifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que classiquement, tout le monde se dit, ah, si un acteur est là, c'est pour faire le maximum de profit, donc gagner le maximum d'argent. Or, cette croyance n'est pas complètement vraie, puisque en réalité, oui, bien sûr, il y a des entreprises qui ont pour objectif de poursuivre du profit, mais il y a des entreprises, c'est pas le fait de faire plus de profit, certaines, c'est de faire plus de rentabilité. Il y en a d'autres, encore une fois, ça va être d'avoir un volume de transactions, de pouvoir dire, nous, on est leader, c'est nous qui faisons le plus de machin. Il y en a qui vont poursuivre comme objectif principal la satisfaction client, d'autres qui vont poursuivre l'efficience des capitaux investis, d'autres encore qui vont s'intéresser à la pénétration du marché, d'autres qui vont vouloir avoir un avantage technologique, d'autres qui vont vouloir soigner une image de marque. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, en fait, tout le monde a tendance à dire non, mais tout le monde cherche le profit. Et pour faire du profit, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Et en fait, ce que je voulais, avec cette slide, vous partager, c'est qu'en fait, non. Alors, déjà, dans l'univers capitaliste, tout est organisé pour que la circulation amène la richesse et la richesse est dans la circulation, ce qui fait qu'en réalité, tout le monde peut gagner autour de la table sans que quelqu'un perde. Et ça, c'est vraiment, alors, on va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long, mais il faut avoir cette première idée en tête. Et la deuxième idée qui est très importante, c'est que tout le monde, à l'intérieur de ce marché financier, ne poursuit pas les mêmes objectifs. Et résultat des courses, ça permet à plusieurs personnes de satisfaire leurs objectifs respectifs, alors que tout le monde ne poursuit pas le même objectif. Si je vous donne un exemple concret, vous prenez le PSG, typiquement, puisque on va parler de football. Ce qui est hyper intéressant quand vous prenez le cas du PSG, c'est que c'est un très bon exemple, puisque on voit bien qu'au travers de ce club de foot, tout le monde ne poursuit pas le même objectif. Je pense que nos investisseurs qatariens ont finalement, grâce au PSG, acquis une notoriété, une image de marque, une valorisation d'entreprise qui est hyper intéressante. Par contre, est-ce qu'ils sont rentables au quotidien? Bon, ils se sont fait tirer les oreilles par l'UEFA parce que justement, ils ne sont pas forcément rentables au quotidien. Ils ont même un déficit qui est trop fort depuis la période du Covid. Pour autant, eux, ils sont très contents parce que dans leur stratégie, qui était d'avoir une marque mondiale établie, respectée, qui rentre dans tout ce qui se fait de mieux dans le football, leur objectif est atteint, alors qu'ils n'ont pas ni le profit ni la rentabilité attendue. Euh, et donc, ce dont je voulais vous parler, c'est la magie des risques asymétriques. Les risques asymétriques, je vais vous expliquer dans le détail, mais c'est un concept qui, en fait, a été popularisé par un livre qui est écrit par Tony Robbins de Money Game. Tony Robbins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coach
qui a coaché Serena Williams, le patron de Virgin, enfin qui a des gens très connus, qui a une fortune personnelle, enfin, elle n'est pas connue, mais pour vous donner un ordre d'idée, qui a fait 30 millions de chiffre d'affaires selon Forbes dans le domaine du coaching en 2016. Et en fait, Tony Robbins s'explique justement dans la gestion financière de l'argent que en fait, on peut utiliser des systèmes d'investissement qu'on appelle les risques asymétriques, qui permettent en fait de construire le produit dont on a besoin. C'est-à-dire que classiquement, dans les produits, on peut se dire, bon, bah, soit ça monte, soit ça descend. Et en fait, on peut construire des produits où on peut ne pas perdre d'argent. Par contre, pour ne pas perdre d'argent, on va accepter une performance plafonnée, un engagement dans le temps. Et en échange de ça, on va avoir une protection du capital, ce qui nous permet d'avoir finalement, si c'est notre cahier des charges, une rentabilité raisonnable pour battre l'inflation. Et c'est exactement le propos de ce que je vous présente aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, bien sûr, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, mais je vous invite vraiment à lire ce bouquin qui est hyper intéressant et qui explique ça très bien en expliquant que justement, en fonction des phases où on est dans la vie, quelqu'un qui a 20 ou 30 ans, qu'il investisse en bourse, il a du temps devant lui, même si ça descend, ça remontera. Par contre, quelqu'un qui a 60 ans, si jamais ça descend violemment et que ça met 20 ans à remonter, c'est plus embêtant parce qu'il n'a pas la même espérance de vie. Et donc, c'est pour ça que à ce moment-là, les risques asymétriques sont hyper intéressants. La personne va accepter un gain plafonné, mais en échange de ce gain plafonné, elle va avoir finalement une protection du capital qui lui évite de perdre. Alors, la solution magique, justement, on y vient, je suis presque dans le timing. L'idée, c'est que on va sélectionner des entreprises cotées, zone euro et Amérique du Nord, à peu près 800 valeurs. À l'intérieur de ça, on va s'intéresser aux 400 plus grandes valeurs. Pourquoi on prend les 400 plus grandes? Parce qu'on prend celles qui sont les plus liquides et qui ont finalement le plus de performance. Alors justement, le troisième filtre qu'on instaure, ici, c'est le filtre de liquidité, où on va s'intéresser vraiment à des valeurs qui ont une liquidité quotidienne supérieure à 60 millions, ce qui assure un volume de transactions hyper important. Et puis, on va rajouter le filtre de l'ESG, où on va exclure toutes les entreprises ayant des implications à l'encontre des bonnes pratiques de l'ESG, ce qui permet d'avoir des entreprises socialement responsables. Et enfin, on va donner à ces 50 entreprises le même poids, donc 2% par entreprise pour minimiser le risque. Et puis, on est sur un indice qui est équipondéré et équibalancé. Équipondéré, donc ça veut dire que chaque valeur a la même taille, et balancé, ça veut dire que si à l'intérieur de ces 50 valeurs, il y avait une entreprise qui venait à défaillir, elle est remplacée trimestriellement par l'entreprise d'en dessous qui prend sa place. À l'intérieur de ça, en fait, le mécanisme du support est hyper simple. Vous êtes sur un produit où on vous dit qu'en fait, pendant 8 ans, vous ne serez pas remboursé, il ne se passe rien. La seule chose, c'est qu'au bout des 8 ans, il y a finalement trois possibilités. Soit vous partez avec 17,2% de performance, soit vous partez avec une moyenne entre 17,2 et 64%, soit vous partez avec 64%, donc 64%, 8% par an, en fonction de la rentabilité réelle des marchés. Et donc là, en fait, si vous voulez, on est sur quelque chose où non seulement on va vous donner votre capital, plus une performance qui, minimum, est de 17%, maximum de 64%. Je vous donne un exemple. Ça veut dire que là, vous avez trois courbes. Imaginons, premier exemple, le mécanisme, pendant toute la période des 8 ans, n'a malheureusement pas marché. En fin de parcours, on va quand même vous donner votre capital plus les 17%. Il y a le scénario intermédiaire où certaines années, le mécanisme a super bien marché et donc on va vous donner 130%. Et puis il y a le scénario favorable où ça a toujours très très bien marché, mais on aurait même pu avoir 170%, à part que non, on est plafonné à 64%, donc on vous rendra 164%. Voilà les trois scénarios qu'on peut retrouver et qui finalement vous permettent d'avoir une solution qui vous permet d'avoir de la rentabilité sans prendre le risque des marchés financiers. Alors, la question qu'il faut se poser dans ce type de choses-là, quoi qu'il arrive, c'est de se dire que voilà, les solutions financières, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, et que donc la base, c'est de se poser les bonnes questions, de faire en sorte d'être accompagné. La première étape, en fait,
alors que vous soyez accompagné ou pas d'ailleurs, la première étape, c'est d'avoir une idée claire de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous devez. C'est-à-dire vos actifs d'un côté, vos passifs de l'autre. Ça, c'est la photo à l'instant T. La deuxième chose qui est super importante à se demander, c'est en se projetant dans le temps, si je me projette à dans 3 ans, à dans 5 ans, à dans 10 ans, à dans 15 ans, comment évoluent d'un côté mes actifs, comment évoluent de l'autre côté mes passifs. Et puis, la troisième idée par rapport à ça, c'est de se dire, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'on avait et comment les choses peuvent évoluer potentiellement si je ne fais rien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de me retrouver en difficulté par rapport à l'inflation. C'est-à-dire, imaginons aujourd'hui, vous savez que tous les mois, pour vivre correctement, vous dépensez par exemple 2 000 € par mois. Il faut se demander qu'est-ce que ça donnera si dans 10 ou 15 ans, c'est pas 2 000 dont j'ai besoin, mais c'est 3 000. Et en fonction de ça, ça vous permet d'avoir une bonne vision et de vous projeter. Si ce contenu vous a plu, et ben écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité à participer, et n'hésitez pas à nous recontacter pour nous poser toutes les questions qui peuvent vous sembler pertinentes. On vous répondra avec beaucoup de plaisir, le tout étant que vous découvriez un maximum d'outils. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui auront envie de découvrir des solutions pour développer leur retraite. Merci beaucoup.